Eh bien nous voici à mi-saison déjà, qu'est-ce que ça passe vite parce que le Grand Prix d'Autriche vient de se terminer, il a été remporté par Charles Leclerc qui enfin renoue avec la victoire, et on se demandait, au vu des dernières performances de Ferrari, au niveau stratégique notamment, quand est-ce que ça allait arriver pour Charles Leclerc en tout cas. Et il s'est passé plein de choses dans ce Grand Prix, notamment cette bataille avec Max Verstappen qui s'en est moins bien sorti en termes de rythme, Mercedes qui revient petit à petit, double entrée dans les points d'Alpine, de Haas et de McLaren, et d'autres enseignements à tirer de ce Grand Prix, et nous sommes quatre pour en parler. Tout d'abord, Romain, qui est avec nous aujourd'hui. Salut. Cyprien, qui devient un habitué de l'exercice lui aussi. Salut à tous. Et Eric, qui fait son premier débrief avec nous. Salut Eric. Salut à tous. Alors, le climax de ce Grand Prix d'Autriche, le duel Verstappen-Leclerc, c'est l'affiche de la saison de toute manière, même si l'écart serait toujours de 38 points, il s'est réduit. Verstappen était pourtant parti de la pole position en course sprint, parce que c'était le format sprint, il faut le rappeler, devant les deux Ferrari. Et puis, le rythme de course de Ferrari s'est amélioré, mais au niveau aussi stratégique. Là, Ferrari ne s'est pas perdu dans la panique, et ça a donné des bons résultats avec un Leclerc qui, en confiance, a fait de grosses merveilles au volant de sa Ferrari. Ouais, bah écoute, moi je suis content de revoir Leclerc gagner parce que c'était un peu un crève-cœur pour lui, de le voir aussi mal ces dernières semaines. Et comme tu dis, Ferrari a été bon au niveau de la stratégie, ils n'ont pas paniqué, ils sont restés sur leur stratégie décalée par rapport à Red Bull. Et puis au final, on n'a pas eu un duel en piste véritablement Leclerc-Verstappen parce que Leclerc était quand même vraiment au-dessus en termes de rythme. On a eu quand même, il l'a dépassé 3 fois, mais bon, Oui. on a vu que Verstappen le laissait entre guillemets passer. Il n'y avait pas trop d'agressivité vu qu'ils étaient sur des stratégies décalées, ce qui a permis du coup à Leclerc de s'imposer. Et puis bon, ils auraient dû faire faire 1 et 2 les Ferrari sans l'abandon de Sainz, mais je pense qu'on reviendra dessus plus tard. On y revient après, oui. Moi, ce que je retiens, c'est la capacité de résilience de Leclerc, puisqu'il montre qu'il est toujours aussi déterminé à aller chercher la victoire, à aller chercher pourquoi pas le titre, on verra ça en fin de saison. Mais il est resté sur 4 ou 5 Grands Prix où clairement la victoire lui a échappé. Alors on va pas revenir dessus, mais pour des raisons de fiabilité ou des erreurs stratégiques de son équipe. Et là, il a vraiment montré qu'il avait toujours la hargne, qu'il n'avait pas baissé les bras et qu'il pouvait toujours aller chercher la victoire dans la difficulté, quoi. Je retiens Ce qui est surtout intéressant aussi, c'est que on a vu en fait deux résultats différents en deux courses, et du fait que il y a la course sprint et la course longue entre guillemets. En fait, pour une fois, c'est pas les mêmes résultats qui en résultent. Et en fait, on voit bien que sur un Grand Prix, potentiellement, la gestion des pneus, là en l'occurrence, elle peut déjouer pour Red Bull et tourner en la faveur de Ferrari, quoi. Donc ça, en fait, pour une fois, je dirais qu'il y a eu un intérêt de voir une course sprint et un week-end avec un format sprint en fait. Ouais, c'est vrai que la course sprint, elle a été relativement vite jouée parce que Verstappen n'a pas été réellement inquiété par Leclerc et Sainz. En revanche, ce qui était intéressant, c'était le message radio de Charles Leclerc le samedi en course sprint, quand il disait on peut aller les chercher demain. Ouais. On peut aller les chercher demain. Donc c'est ce qui s'est passé finalement. Donc comme tu le disais, Cyprien, Verstappen, il a joué une course très très intelligente, c'est-à-dire ne pas risquer n'importe quoi en sachant que de toute façon, les Ferrari étaient bien au-dessus du lot. Et une autre différence entre les deux courses du week-end, c'est que Sainz, il a pu lutter avec son coéquipier le samedi, mais alors on l'a pas vu une seule fois aux côtés de Leclerc le dimanche, quoi. Donc ça, alors je sais pas d'où ça vient, je pense que c'est un mélange de Leclerc qui était plus proche de Verstappen, notamment dans la gestion des pneus, et Sainz qui dès le départ le dimanche a dû lutter pour défendre sa place, notamment face à Russell, il me semble, face à Mercedes. Mercedes, oui. Ouais, face à Mercedes. Et ça, c'est vraiment une grosse différence entre le samedi et le dimanche. Et je rejoins ce que disait Romain. Pour une fois, peut-être depuis la première fois qu'il y a des courses sprint, on voit une vraie différence entre les deux courses du week-end. Ouais, et je reviens juste sur ce que tu disais. Je pense aussi que ça a dû, ils ont dû se prendre une petite soufflante les deux pilotes Ferrari aussi après la course sprint, parce que justement, comme tu dis, ils étaient l'un avec l'autre, mais à force de se battre, ils ont laissé Verstappen partir devant, alors que on l'a vu dimanche, quoi. Ils avaient le rythme en course pour le passer. Je pense qu'ils ont eu une petite soufflante, et à mon avis, on a dû leur dire que si s'étaient concentrés. Je crois que Sainz d'ailleurs l'a dit à la radio. Il a dit, il me semblait que la bataille était devant, entre guillemets. Enfin, voulant dire que la bataille était entre les deux pilotes. Et c'est ce qu'ils ont fait le dimanche où Sainz a su, entre guillemets, Oui, parce que à sa place. Donc il voilà. y avait 27 tours non, sur la course sprint, et je crois qu'il a fallu 13 ou 14 tours à Leclerc pour doubler Verstappen. Donc en fait, c'est la preuve que en fait, s'ils n'avaient pas lutté entre eux, les pilotes Ferrari,
potentiellement dans la course sprint, ils auraient aussi pu remonter sur Verstappen en fait. Tout à fait. C'est vrai que je pense que la Red Bull sur des courses un peu plus courtes peut-être se comporte mieux parce qu'elle est peut-être. Alors c'est marrant parce que c'est plutôt des qualités qu'on prêterait à la Ferrari, ça d'aller vite sur un tour, d'aller vite sur des périodes plutôt courtes. Et en l'occurrence, ça c'était un peu l'inverse. La Ferrari sur les très longs relais, c'est très bien comporté. On a bien vu que Leclerc a été parfaitement capable de gérer des relais plus longs que ceux de Verstappen. Et surtout, une chose à noter par rapport à Carlos Sainz, c'est que Leclerc, une porte ouverte un petit peu loin, il y est allé, et Carlos Sainz peut-être n'y serait pas allé. Et là, c'est peut-être là qu'on voit tout l'intérêt de capitaliser sur Leclerc pour le championnat, parce que la victoire, en tout cas les points perdus à Silverstone, risquent de faire extrêmement mal après. Ouais, mais justement, c'est là où Ferrari devrait. Maintenant, il va falloir qu'il soit clair, quoi. Il va falloir qu'il prenne une décision. Et d'ailleurs, Romain Grosjean le disait dans sa chronique qu'il fait pour l'équipe. Il disait c'est déjà trop tard, en fait, maintenant, pour établir une hiérarchie. Ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. Et c'est vrai que dans l'optique du championnat, ils ont perdu trop de points en faisant ça, que ce soit Silverstone ou avant. Même là, en vrai, ils s'en sortent bien parce qu'ils auraient dû, sans leur sociabilité, faire 1 et 2. Mais vu ce qui s'est passé pendant la course sprint, ça pose quand même question. Chez Red Bull, on a l'impression que malgré les très belles performances de Sergio Pérez en ce début de saison, il y a une hiérarchie qui reste quand même définie, quoi. Ils ont beau dire dans les médias qu'il n'y a pas de numéro 1 ou que n'importe quel pilote peut être champion, on sent la hiérarchie définie. Et chez Ferrari, il va falloir que maintenant ils soient plus fermes et qu'ils disent à Sainz, écoute, là l'objectif maintenant c'est le titre pour Leclerc, et toi, ben voilà, enfin, reste à ta place, sois présent pour gagner si Leclerc a un souci, mais voilà, il va falloir que maintenant qu'ils favorisent Leclerc s'ils veulent le faire gagner, sinon ça va pas le faire. Après, pour revenir sur ce que tu dis sur Sergio Pérez vs Verstappen, autant à Abu Dhabi 2021, Pérez il a joué le frein pour retenir Hamilton et que Verstappen puisse le rattraper. Autant là, à un tour, Pérez, il a joué aucun frein sur ni Leclerc ni Verstappen pour retenir Leclerc ou favoriser Verstappen. Du coup, alors après, il avait pas vu qu'il avait un tour de retard, il aurait pu favoriser, tu vois. Après, il avait absolument aucun rythme, il avait le fond plat complètement pété, et c'est vrai que, d'ailleurs, je crois que c'est Jacques Villeneuve qui le disait à l'antenne, je pense qu'il l'aurait plus gêné qu'autre chose, finalement, Verstappen, parce qu'il avait tellement peu de rythme. Au mauvais moment aussi, peut-être, ouais. Il aurait peut-être amené un DRS sur une longue ligne droite, mais c'est tout, quoi. Ça n'aurait pas changé grand-chose, finalement. Je pense et surtout qu'à un tour de retard, ça aurait rien changé pour son classement. Mais il aurait pris une pénalité, il aurait pris quelque chose comme ça, donc de toute façon, Red Bull sans Pérez était perdu. Donc ma foi, chez Red Bull, c'est vrai, comme tu disais Cyprien, c'est bien établi chez Red Bull. Pérez est là dans les bons coups, mais reste à bonne distance, tandis que Sainz, certainement galvanisé par sa victoire, et puis à juste titre d'ailleurs, galvanisé par sa victoire, il s'est peut-être vu trop grand et peut-être pensant que la tendance pourrait s'inverser, mais sur ce Grand Prix d'Autriche, on voit bien que en termes de pilotage, en termes d'audace et en termes de volonté d'aller chercher une victoire, de capacité, Leclerc a un train d'avance. C'est pas réjouissant forcément à dire, mais le train d'avance, il est pour Leclerc. 38 points, c'est, si je ne me trompe pas, une victoire, une 5e place et une 10e d'écart, parce que j'ai fait mes petits calculs avant. Donc, c'est pas encore joué. Il y a 38 points d'écart entre le premier et le deuxième, donc Leclerc est passé 2e au championnat. Oui, tout à fait. Du coup, il y a 38 points d'écart, mais bon, il reste, enfin, on n'est qu'à la moitié de la saison, quoi. Donc en fait, 38 points, on l'a vu sur les, je crois, 3 premiers Grands Prix de la saison, il y a eu autant d'écart. Et en fait, Verstappen, il a mis encore plus. Enfin, du coup, il y a eu un écart il a doublé l'écart qu'il a eu avec Leclerc, où on disait que le championnat était déjà entre guillemets fait, quoi. Ouais, le Verstappen, il peut se retourner à n'importe quel moment, quoi. Verstappen, il avait quasiment 50 points de retard, il me semble. 43 points précisément de retard. Ouais, voilà. Et là, il en a. C'est là où on voit l'intérêt de ce barème à points aussi espacé entre le premier et la deuxième place. Par contre, là où Verstappen, encore une fois, on l'a déjà dit au débrief la semaine dernière, mais là, Verstappen, en fait, quand il peut pas gagner, il maximise ses performances. Et du coup, à part quand il abandonne, mais en tout cas, là, il est 2e. Et en plus, il signe le meilleur tour avec une voiture un peu moins bonne que celle de Ferrari, parce que du coup, ils auraient fait un doublé. Donc, en fait, il met quand même le point du meilleur tour, plus les 18 points de la deuxième place. Plus donc, un en fait, point, il perd pas tant que ça, quoi. Plus un point repris au sprint. Ouais. Que 5 Tout points. à fait. Les 8, très bien joué, quoi. Les 8 points de la première place. Et au final, il a perdu par rapport à un week-end classique où il aurait pu perdre 7 points, même 8 points au maximum. Là, du coup, il en perd 6 5. 5 même. Ouais. Il en perd 5 sur l'ensemble du week-end. Donc, au niveau du championnat, à surveiller, mais Verstappen, avec une bonne gestion du championnat,
même si Leclerc revient, on pourra compter sur son intelligence de course et sur le panache de Leclerc pour rendre ça passionnant. En revanche, un petit peu plus derrière, même si ça revient un petit peu, hein, ça revient. Les Mercedes qui sont dans le coup. Et qui aurait cru ça? Qui aurait cru un tel retournement de situation après la catastrophe vécue en qualification d'abord par Hamilton le vendredi en qualif, puis par Russell à 2 minutes d'intervalle sans le temps du drapeau rouge. Ça, c'est quand même incroyable aussi. Mercedes qui arrive à faire preuve de résilience, tout comme Leclerc d'ailleurs. Hein. La résilience de l'équipe Mercedes pour ramener des énormes points pour une équipe qui jusque-là n'a pas encore cassé. Si Verstappen, c'est le pilote qui maximise ses performances quand il n'a pas la meilleure voiture, Mercedes, c'est clairement l'équipe qui profite à fond des opportunités et des abandons laissés par les autres. Parce que ce soit, on se souvient à la première course à Bahreïn, les 2 abandons des 2 Red Bull, ils font 3 et 4. Rebelote en Australie, abandon de Verstappen et abandon de Sainz, ils font 3 et 4. Et là, abandon de Perez, abandon de Sainz, ils font à nouveau 3 et 4. Toto Wolff avait dit en début de saison qu'il était dans un no man's land. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais il se rapproche quand même de la tête plutôt que 2 équipes qui sont derrière elle. Donc, ils ont fait 7 podiums en 11 courses. Voilà, c'est ça. Et puis Hamilton, c'est le seul pilote à avoir fini dans les points à chaque Grand Prix. Et à l'exception, on le rappelle, mais cette stat est incroyable, à l'exception du Grand Prix de Grande-Bretagne, Russell a toujours fini dans le top 5, ce qui est assez impressionnant aussi, quoi. Tout à fait, oui. Une série qui a été brisée, mais c'est bien dommage. Ouais, mais d'ailleurs, pardon Romain, vas-y. Non, mais en fait, c'est juste pour dire que en fait, finalement, Mercedes, avec ces 2 pilotes, si on dit qu'on fait un trio quoi, avec l'équipe plus ces 2 pilotes, en fait, c'est eux qui ont le meilleur trio, si on peut dire. Parce qu'en fait, Ferrari, ils sont pas assez fiables. Red Bull, ils ont aussi eu des problèmes de fiabilité. Et donc, du coup, ils maximisent pas forcément. Donc, en fait, c'est Puis, si on regarde les forces d'après, McLaren, ils sont pas forcément au top. Alpine, ils ont des gros problèmes de fiabilité. En fait, le meilleur compromis, c'est Mercedes avec ces 2 pilotes qui sont très très bons. Et juste si on regarde le classement, en fait, sur Motors Inside, on a un classement de régularité qui donne 1 point par position gagnée sur la ligne. Et donc en fait, si tu es premier, tu marques 20 points. Si tu es dernier et que tu termines, tu marques 0 points. Mais du coup, il faut terminer la course. Et en fait, du coup, ça permet d'éviter l'écart les gros écarts entre les positions, entre le premier, deuxième et troisième, par exemple. Et en fait, qui sera en tête si on regarde ce classement, c'est Mercedes, qui serait largement devant Red Bull et Ferrari. Donc en fait, c'est l'équipe la plus régulière sur l'ensemble de la saison pour l'instant, quoi. Ouais, puis c'est une équipe qui a connu qu'un seul abandon aussi en 11 courses maintenant. Si je dis pas de bêtises, leur seul abandon, c'est Russell à la semaine dernière. Voilà. Angleterre, ouais. Donc franchement, c'est ça aussi la marque des grands. Russell est un super pilote. On avait peu de doutes, je pense que tout le monde le savait, mais qui s'est adapté vitesse grand V à sa nouvelle équipe. Hamilton, qui au final est beaucoup moins en vue que l'an dernier du fait qu'il a une voiture qui lui permet pas de jouer la gagne à la régulière. Au final, pareil, il maximise quand même beaucoup. Il a eu, on va pas refaire l'histoire de la saison, mais il a eu des grands prix plus difficiles où il a été bloqué derrière d'autres voitures, etc. Mais au final, pareil, il est là, je sais pas, c'est son 3e podium, non? Cette saison 4e, je sais plus. 4e et 3e consécutif. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, quand même. Voilà. Donc Mercedes, après, à mon avis, ça va être juste pour jouer le titre, parce qu'encore dimanche, là, ils terminent quand même 40 secondes derrière les deux devant, Hamilton. Donc, on voit qu'il y a un petit gap de créer, mais ils sont toujours là. Et puis, surtout, cette 3e place, elle est plus qu'assurée maintenant, quoi. Et il y aura surtout, ça, je peux en être sûr, on peut le pronostiquer. Alors, pour qui, on ne sait pas, mais au moins une victoire Mercedes avant la fin de la saison. Ah oui. Parce que sur 11 Grand Prix, il y en aura forcément un qui sera fou, qui permettrait peut-être à Russell ou Hamilton de s'imposer. Juste un dernier mot quand même sur les Mercedes. 3 et 4. Là, on peut parler aussi éventuellement de la bipolarité entre Red Bull et Mercedes, et Ferrari aussi, au niveau de la hiérarchie des pilotes. Là, Mercedes, ils ont un atout, c'est que les 2 pilotes marchent main dans la main pour l'instant. Parce qu'il n'y en a aucun qui joue le titre. Il n'y en a aucun qui joue le titre, c'est pour ça aussi. Tout à fait. Et puis ils sont tous les deux dans la même galère, donc en fait, il faut qu'ils se... Voilà. Je pense que Russell, si on l'avait dit qu'il n'allait pas jouer le titre cette année, il n'aurait pas forcément cru, et du coup, il arrive dans une équipe qui est 8 fois champion du monde, et puis c'est l'année où ils sont 3e force. Donc forcément, ils n'ont rien d'autre que de s'entraider, quoi. Puis Russell, mais juste pour revenir sur le Grand Prix, en l'occurrence, si on ne parle pas du début de saison entier, il faut quand même noter qu'ils ont quand même tous les deux fait l'erreur en qualification qu'il ne fallait pas faire. Sachant qu'ils étaient tous les deux en Q3, donc dans le top 10.
qu'il pouvait peut-être, au vu de ce que la voiture semblait pouvoir faire, il pouvait peut-être faire se qualifier en deuxième ou troisième ligne tous les deux. Et du coup, Puis c'est quand même la première fois dans l'ère hybride, il me semble, que les deux Mercedes se sortent en qualification et en Q3 qui plus est. Hein, donc, Ouais. C'est rare ça, c'est d'avoir un peu c'est un peu le point négatif du week-end quand même pour les Mercedes, quoi. Et puis voilà. le budget capé, quoi. Ça veut dire des grosses réparations et potentiellement des Ouais, problèmes de fiabilité mais bon, aussi. ouais, mais pour contrer l'inflation, le budget capé a été quelque peu rehaussé. L'info est sortie sur Motors Inside, donc Ouais, au pas moins on beaucoup, va hein. pouvoir. Comment? Pas beaucoup. 3%. Ouais, bon, c'est vrai qu'on s'indexe un petit peu sur l'inflation, mais ça, Mercedes, à force de temps, à force de travail et à force d'opportunisme, il y a au moins une victoire qui viendra. Hamilton pour une 104e ou Russell pour une première. Maintenant, un autre top, et puis non, une super surprise parce que ça n'est pas arrivé depuis très longtemps, depuis plusieurs saisons maintenant, une double entrée de Haas dans les points, et encore mieux, encore plus fort, Schumacher 6e, Magnussen 7e, qui réussit une course absolument, enfin les deux réussissent une course absolument incroyable. Donc, que dire, Schumacher débloqué complètement par ses points à Silverstone et son duel avec Verstappen. Ouais, on Là, dirait qu'il s'est passé un truc dans la tête de Schumacher, quoi. C'est fou, hein. Ouais. c'est Bah, ça, c'est il a dit, exactement ça. hein, il a dit qu'il avait beaucoup appris de ce duel pendant quelques virages, quelques tours à Silverstone. Là, il fait P6 avec le titre du meilleur du pilote du jour, donc c'est quand même à souligner. Hein. C'est peut-être la première fois qu'un Schumacher est pilote du jour, parce que ça n'existait pas à l'époque de son père. Mais les Haas performent très bien historiquement sur ce circuit, parce qu'ils ont fait 4 et 5 quand Grosjean était encore là, en 2018, donc pour la plus grosse moisson de points de l'histoire de Haas, donc c'est un circuit qui a réussi bien. Mais là, pour revenir sur cette saison, on a l'impression que depuis le Canada, ils sont quand même mieux parce qu'ils avaient fait 2 entrées en Q3 lors de la qualif à Montréal. Et là, ils font deux doubles entrées, enfin une double entrée consécutive à Silverstone et en Autriche. Donc chapeau pour eux, d'autant que cette voiture est l'une des seules qui n'a pas d'évolution majeure depuis le début de la saison. Donc je ne sais pas où ils trouvent cette performance, mais en tout cas, chapeau, quoi. D'ailleurs, je me suis trompé, Magnussen pas 7e, 8e, autant pour moi. Ouais, moi je suis assez d'accord, c'est remarquable ce qu'ils font, surtout que honnêtement, As, moi en début de saison, j'avais un peu peur que ce soit le pétard mouillé, la 5e place de Magnussen à Bahreïn, que ce soit. Tout le monde s'était un peu enflammé, hein, on s'était tous dit waouh, ça y est, As revient enfin, pouvoir se battre pour des podiums ou en tout cas pour des points régulièrement. Et j'avais un peu peur, moi, que ça s'écroule vite. Et finalement, ils ont eu une période un peu de creux. Et là, ils reviennent super bien. Et puis, ouais, on voit que Mick, ça a l'air d'être un pilote qui a besoin d'être. Enfin, bon, je pense que tous les pilotes, mais lui particulièrement, qui a besoin d'être en confiance pour bien performer et qui était un peu dans une spirale négative qui empirait de week-end en week-end. Et Silverstone, ça lui a fait le plus grand bien. Alors, bon, il est trop tôt pour. C'est sa deuxième rentrée dans les points consécutive en deux Grands ouais. Prix. Enfin, du coup, c'est la deuxième Alors, fois qu'il marque des points consécutivement, donc c'est cool. Puis Après, en plus. Aussi. Après, l'Autriche, c'est un circuit qui a souvent, en tout cas dans leurs meilleures années, qui a souvent réussi au As. Puis un circuit qui permet ce genre de performance aussi, parce que en altitude, les moteurs sont moins soumis à la pression atmosphérique. Cette voiture respire bien, mais ça peut augurer de bonnes choses, pour peu que As puisse tenir assez longtemps pour pouvoir enfin amener des grosses évolutions et puis amener cette voiture dans les points, et pourquoi pas, en cas de course folle, sur un podium. Mais deux voitures dans les points pour As, c'est magnifique. Donc, je crois que tu rêves un peu du podium là quand même. Hein. Je crois qu'on est un peu loin quand même. Hein. Qui aurait mis une Aston Martin sur le podium l'an dernier, mon frère Romain? 2 fois. En plus. Aston Martin, As, du coup l'an dernier, c'est pas les mêmes performances quand même. L'an dernier. Non. Après cette année, je dis pas c'est possible, hein, mais bon, on est loin de voilà. Il y a quand même beaucoup de prétendants cette année. En fait, par rapport aux années précédentes, je trouve qu'il y a des grosses disparités de performance selon les grands prix, mais particulièrement à cause de McLaren surtout, qui des fois est au top, des fois est en flop. Et la preuve, ça fait Norris que As peut remonter, Alpine peut remonter ou pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, là, As, sur les 2 dernières courses, ils mettent un 19-0 à AlphaTauri, ils repassent devant eux à la 7e place. Et alors Schumacher, il fait un bon au classement, puisqu'il revient seulement à 5 points de Gasly, alors que Gasly, bon, on pense toujours qu'il fait des super perfs, on y reviendra sûrement, mais qu'il est toujours au top. Mais là, As et Schumacher, ils ont vraiment marqué un gros coup dans ce championnat, quoi, avec ces 2 dernières courses.
Tout à fait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce que ça peut augurer pour le Grand Prix de France. On en dira quelques mots pour conclure ce débrief. Mais As, à voir ce que ça peut donner par la suite et ce que ça peut augurer pour la suite de la saison. L'histoire n'est pas écrite. Et maintenant, nous sommes à la mi-saison. Donc voilà tous les enseignements qu'on peut tirer pour As. L'autre chose, alors là maintenant dans le camp français, mais pour les bonnes nouvelles, double entrée dans les points également pour Alpine, avec la 5e place d'Esteban Ocon qui fait une course magnifique, qui un temps tenait la 4e place avant que Russell ne le dépasse, et puis Fernando Alonso qui a été quand même bon, pas aidé par ce gros souci, cette grosse bévue avant le départ de la course sprint, les couvertures chauffantes qui restent sur la voiture, sur la grille de départ. Ça ne m'empêche pas de faire une belle course le dimanche, mais Alpine qui n'arrive pas à faire un week-end complètement clair depuis le début de la saison, mais qui marque quand même des points très importants. Et en tout cas, Esteban Ocon a fait un super travail. Ouais. Moi, je suis un peu frustré pour Alonso parce que c'est sûr que de le voir partir dernier et finalement remonter dans les points, on se dit qu'il y avait sûrement mieux à faire. Ocon fait Il aurait pu être 6. 6ème, hein, mais du coup, il finit 10ème Ouais, parce qu'ils ont eu encore un problème au stand. Mais il aurait pu ouais. finir 6ème en partant dernier. Franchement, pas Mm. mal. Ouais, mais c'est ça, on se dit que les deux auraient pu terminer l'un derrière l'autre, ils auraient pu faire 5 et 6 facilement. Donc bon, c'est un peu frustrant entre guillemets, mais d'un autre côté, bon, il faut quand même une double entrée dans les points. Puis Ocon, voilà, faut pas oublier quand même que, comme tu l'as dit, Bastien, il fait un week-end top, vraiment top. Donc ça amène des gros points à Alpine. Et cette Alpine, honnêtement, elle s'assume de plus en plus comme vraiment la quatrième force du plateau. Je dirais avec Mais McLaren. en fait, j'ai l'impression que ça a toujours été un peu le cas, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça a toujours Bah, été le cas. C'est juste qu'ils maximisent tellement pas leur performance avec les outils de fiabilité qu'ils n'ont pas du tout la position qu'ils devraient représenter au championnat, quoi. il y a Alfa Romeo quand même qui était, enfin surtout Alfa Bottas, quoi. Romeo, ouais, c'est un peu proche, ils sont assez proches avec Alfa Romeo, mais AlphaTauri, ils sont pas du tout assez réguliers, McLaren sont pas assez réguliers, et au final, Ah, en fait, le Bah, problème, c'est les erreurs que ce soit stratégique ou que ce soit la fiabilité. Et quand on voit la monoplace qui démarre pas sur la grille de la course sprint et qu'on voit qu'elle a encore les couvertures chauffantes parce qu'en fait la voiture a pas démarré, on peut être que au bout du rouleau pour Alonso, quoi. On se dit le pauvre type. En plus, je crois que c'est Laurent Dupin qui lui demande s'il a la poisse. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il va pas dire oui, j'ai la poisse, merci, quoi. bah ouais, mais alors c'est quand même. Bah, Alonso, ça a toujours été une saison. C'est terrible parce qu'en fait, il rate de peu. Enfin, ce qui aurait pu être une pole position en Australie, puis problème d'hydraulique. Au Canada, il fait deuxième sous la pluie et puis problème de diffuseur, je crois bien, ou je ne sais plus au Canada, qui l'a empêché de bien performer. Et en Autriche, une autre bévue, puis entre autres exemples. Mais en tout cas, Alonso, on sent que quand même, et là c'est aussi important ce qui se passe, c'est aussi important pour 2023 de savoir si Alonso pourrait être tenté de prolonger l'aventure, si jamais l'Alpine trouvait des gros progrès au niveau de la fiabilité notamment, ou si par exemple, je sais pas, il irait se balader en endurance. Et voilà, c'est aussi important ce qui se passe là. Ocon, son baquet est assuré pour l'année prochaine, mais par contre, Alonso, c'est aussi ce genre de résultat qui Ouais, rentre mais je en pense ligne. que ça dépend, comme tu viens de dire, ça dépend vraiment plus de Alonso Oui. que d'Alpine, parce que en fait, quand on voit les performances d'Alonso en dehors de la fiabilité, des problèmes de fiabilité, je pense que clairement, on a vu qu'il était là. Au début, il mettait vraiment une claque à Ocon, et sur ce Grand Prix, en partant dernier, il rattrape Ocon. Il fait des dépassements de fou dans les derniers tours pour pouvoir prendre le point de la 10e place sur la grosse course, alors qu'il est de nouveau 17e ou je sais plus combien à la fin de son 4e arrêt, de son 3e arrêt. Je crois qu'il devait faire que 2 arrêts, il en a fait 3. Franchement, on peut rien lui demander plus. Et il a dit, je crois qu'il dit qu'il fait les meilleurs résultats de sa vie, qu'il est dans une des meilleurs moments de sa vie en termes de pilotage, et qu'en fait, voilà, c'est juste qu'en termes de fiabilité, il n'y a pas ce qu'il faut, quoi. Donc je pense Ouais. que la décision, elle vient pas de Alonso, elle viendra d'Alpine. Et puis, bah oui, je pense que les deux en ont envie. De toute façon, Alonso, il veut continuer. Et puis, je pense qu'au fond de lui, il sait très bien qu'il ne pourra pas aller chercher un baquet dans les 3 top teams. Et que la meilleure équipe derrière ces 3 top teams, aujourd'hui, c'est Alpine s'il va avoir des très bons résultats. Et je pense que Alpine, avoir un diamant comme lui, malgré ses 40 ans passés, ils ne vont pas le laisser partir. Même s'ils ont Piastri sur le banc de touche, ils lui trouveront un baquet ailleurs. Mais Alonso, je pense que des deux côtés, ils veulent poursuivre l'aventure. Je serais très étonné de le voir partir l'année prochaine. Ouais, et puis là, les pièces du puzzle ont quand même l'air de bien s'emboîter. Piastri, il est plus que pressenti chez Williams pour Williams, remplacer ouais. Latifi.
Alonso, du coup, devrait forcément rester au moins un an de plus. Puis Alonso, je viens de regarder, il avait 2 points après les 5 premières courses. Parce qu'il avait eu toutes ces malchances dont on se souvient. Mais je suis assez d'accord par rapport à ce que tu viens de dire, Romain, et ce qu'il a dit, par rapport au fait qu'il est dans une des meilleures formes de sa carrière. Il est au top, quoi, 40 ans ou pas. Puis c'est un mec qui apporte en plus toute son expérience aussi pour développer la voiture et qui va leur faire beaucoup de bien parce que Alpine, on sent quand même qu'il y a un vrai potentiel très important à maximiser. Donc il leur manque un peu de fiabilité, il leur manque un peu de réussite, un peu d'expérience aussi, un peu, je dirais, comme à Ferrari, quoi, ce côté, un peu tendance aussi à faire des erreurs de temps en temps, mais ils sont pas loin. Ils sont pas loin et ouais, comme vous venez de le dire. Et le signe de dépassement, quoi, c'est pas fou ça? Le mec, il est en train de se faire mettre dehors par Tsunoda, Alonso. Tsunoda, Il se fait mettre dehors par Tsunoda, enfin mettre dehors. Il a 2 roues dans l'herbe. Il a 2 roues dans l'herbe et le mec, il trouve quand même le moyen de tenir le volant d'une main et avec l'autre main, alors qu'il doit descendre les vitesses, il fait un signe à Tsunoda, quoi. C'est quand même génial, quoi. C'est l'élève et le professeur, quoi. C'est ça. C'est ça, oui, le côté professeur en disant alors ça, mon gars, non. Hein. Et ça fait une bonne transition. Alors, une transition. On va aborder AlphaTauri quelques instants, mais en tout cas pour Alpine, on espère. Bon, on a beau être journaliste, on a quand même la fibre française et que l'équipe de France de la Formule 1, voilà, pourquoi pas ne. Pourquoi tu es si dubitatif, Romain? Parce que moi, le côté chauvin, maintenant, j'en ai. En fait, si je devais être chauvin, ça fait longtemps que je serais au fond du trou. Hein. Quand tu vois les performances de Renault sur les 10 dernières années, j'ai arrêté d'être chauvin en Formule 1. Ouais, mais il y a 10 ans, ils étaient champions des constructeurs. Hein. Renault. Oui, bah voilà. Alors, il y a 10 ans, en 2003, ouais, c'est ça. Non, il y a 10 ans avec Red Bull. Oui, champion des motoristes. Champion des manufacturiers. Bon. Ouais, est-ce que ça vient de Red Bull ou de Renault, on ne saura jamais. Mais... On verra au Grand Prix de France si on peut redevenir chauvin à fond. Maintenant, pour achever ce débrief, je voulais en venir quand même aux autres performances. Alors, McLaren, on en a dit un petit mot, même si c'est vrai qu'il n'y a pas... Bon, il marque des points, bien sûr. Hein, c'est aussi une chose très importante, mais c'est toujours assez irrégulier, comme on en avait parlé. Quoi. Ricardo dans les points, c'est que la 4e fois en 11 courses, hein, donc il faut quand même le souligner. Ça, hein. C'est pour lui, mais bon, voilà, il finit dans les points. Et il y a quand même une note... Vas-y, Cyprien. Non, je disais, il n'est pas en plus. Bon, Ricardo, au fond, on va se satisfaire de ce qu'on peut, mais il n'est pas si loin non plus que ça de Norris ce week-end. Donc, là, on a vu, je crois que c'est pour les qualifications, mais c'était après, il y avait seulement une seule séance d'essai, mais il y avait que 3 dixièmes, je crois, d'écart entre Norris et Ricardo. Mais en fait, 3 dixièmes sur ce Grand Prix, sur ce circuit qui est très court, ça faisait. À Spa, ça fait une seconde. Hein. Ouais, donc en fait, du coup, 3 dixièmes sur un petit circuit, ça fait quand même beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'il y a moins d'écart, je pense, sur un circuit comme ça, parce qu'en fait, de base, il est plus court. Mais c'est vrai qu'ils étaient proches. Et non, en vrai, ce qu'on peut dire sur les McLaren, c'est quand même la belle perf de Norris et les beaux dépassements qu'il a fait dans la bataille à 5 aussi, où il a pu profiter de la bataille entre Alonso, Zhou pour faire son petit extérieur et puis remonter tout le monde, quoi. Là, il y a une belle lutte qui se profile entre Ocon et Norris pour être meilleur des autres à la 7e place du classement, quoi, hein, parce que les deux se tirent un peu la bourre. Tu considérerais pas Mercedes comme meilleur des autres, toi? Comment? Tu considérerais pas Mercedes comme meilleur des autres? C'est un débat qu'il faudrait ouvrir. Est-ce que Mercedes fait partie des meilleurs des autres ou fait partie des top teams c'est un peu les 3 top teams depuis ces 10 dernières années, c'est Ferrari, Red Bull, Mercedes. Donc les autres, c'est plutôt McLaren à partir de... je laisse Mercedes 8 fois question intéressante tout de même. Si tu regardes le classement des constructeurs, tu verras que Mercedes, ils ont 231 points à la 3e place et que McLaren 4e à égalité avec Alpine en ont 81. Donc à mon avis, on peut quand même difficilement les classer au même niveau. C'est vraiment pas la même. Voilà. Si Cyprien, tu viens de tuer le débat, ça nous évitera de l'avoir pendant 2 heures. L'autre performance, déception pour Alfa Romeo. Ça score pas. Bon, alors, ceci dit, on relativise un petit peu après la grosse frayeur qu'on a eue pour Guanyu, mais où est passé Alfa Romeo? Où est passé ce Valtteri Bottas qui faisait des merveilles dans une voiture revigorée? Ça marche pas ce week-end, ça marche pas en ce moment. Ouais, il reste sur un 0 pointé lors des 2 dernières courses. Zhou aussi, Zhou il a marqué des points qu'à 2 reprises aussi sur 11 courses.
J'espère qu'Alfa Romeo, les promesses entrevues en début de saison vont pas mal se terminer, quoi, parce que c'est dommage. Ça faisait du bien de voir un constructeur comme ça et puis une équipe qu'on aime bien avec un Français avec le côté chauvin à la tête de cette équipe. C'est dommage. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe chez Alfa Romeo. Pourtant, ils ont amené des évolutions à suivre, mais manque de performance. Zou, on peut mettre ça sur le compte de son accident la semaine dernière. Maintenant, ce qui est dommage pour lui, c'est que il était un peu sur ce qu'est en train de dire Schumacher, c'est que ça allait mieux pour lui. Il était sur une bonne dynamique et là, ça l'a un peu freiné. Et Bottas, lui, c'est l'inverse. Ouais, il disparaît un peu. Alors après, est-ce que c'est les performances de la voiture? C'est possible aussi parce qu'il a quand même été, je trouve, hyper régulier depuis le début de saison. Il était quand même toujours à se battre pour des points quasiment. Donc, ça a souvent été le problème de Bottas. Un très bon début de saison, mais il y a un moment où ça tient plus. Ouais, faut voir. Faut trouver le second souffle. À voir pour le second souffle. Un petit mot sur Alfa Romeo, Romain? Non, parce que la semaine dernière, on en parlait. Vous disiez que Bottas, il était ouf. Je vous disais qu'il avait jamais été ouf. Et puis, du coup, on en a la preuve ce week-end. Donc, du coup, je me tairai de tout commentaire. Écoute, on tempère ça parce que Bottas a fait des belles choses. Peut-être qu'il refera des belles choses. En revanche, le pas beau du tout, le pas beau à voir, le gros flop, c'est quand même AlphaTauri. Bon, ça fait plusieurs courses que c'est un flop. Là, véritablement, AlphaTauri, il y a quelque chose à faire, véritablement. C'est-à-dire faire évoluer cette voiture, premièrement. Et puis, calmer un peu les ardeurs de Yuki Tsunoda, qui pourtant est capable de faire des belles choses, mais comme par exemple, c'est de prendre le premier virage du Canada à fond. Ça, c'est aussi une chose à essayer. Mais pour Pierre Gasly, alors est-ce que c'est pas le mais les deux pilotes ce week-end, pardon, vas-y, finis. Ouais, j'allais juste dire, notamment pour Pierre Gasly, il a peut-être bien reçu un coup de massue depuis que Pérez a prolongé pour 2 saisons chez Red Bull. Ah, peut-être que ça joue, j'avais pas pensé. Mais pour le coup, ils ont été aussi mauvais l'un que l'autre, quoi. Autant Tsunoda, il fait des choses qu'il faut pas faire en piste. Et en fait, le truc, c'est que si tu regardes sur tout ce qui s'est passé en piste ce week-end, les seuls pilotes qui sont à blâmer, finalement, c'est Tsunoda et Gasly. Gasly, il a retiré Vettel, il a élargi sur Vettel, il a fait 2 erreurs. En plus, il a pris des pénalités pour non-respect des limites de piste. Après, on va peut-être revenir sur les limites de piste plus tard. Mais il y a Gasly qui a fait nombre d'erreurs pas possibles. Et puis, Tsunoda qui fait, comme d'habitude, un peu des actions pas très jolies en piste, quoi. Donc, franchement, rien de ouf, quoi. Ouais, après, en plus, là, ça fait quand même 2 week-ends de suite parce que la semaine dernière, c'était pas bien beau non plus entre eux. Il y avait cet accrochage. Ouais. Et puis là, Gasly, moi, honnêtement, on l'aime beaucoup aussi en tant que chauvin pour ceux d'entre nous qui le sont. Mais là, on a du mal à lui trouver des excuses. Je veux dire, c'est son début de saison et Gasly, il n'est pas aussi étincelant que ce à quoi il nous avait habitués. Et ouais, peut-être qu'en effet, la prolongation de Pérez lui a mis un coup au moral, mais en attendant, elle est logique au vu de ce qu'on voit en ce début de saison. Et puis, il va falloir vite qu'il se remette la tête à l'endroit parce que je pense que son avenir s'écrira peut-être pas chez Red Bull, mais il faudrait qu'il s'écrive quand même dans une bonne écurie pour la suite de sa carrière. Et là, il va falloir vite qu'il se remette la tête à l'endroit pour pas sombrer, nous faire une Ricciardo ou des choses comme ça. Ouais, parce qu'il bénéficie encore d'une super cote dans le paddock sur la lancée de sa victoire à Monza il y a 2 ans. Mais là, en fait, j'ai l'impression que cette AlphaTauri, par rapport aux 2 précédentes saisons, elle est mal née. Enfin, on sent qu'elle est moins performante, elle est poussive. Et que oui, même un pilote comme Gasly n'arrive pas à la faire développer, c'est qu'à la base, il y avait un problème. Alors, on peut mettre peut-être ça sur le compte de la jeunesse et la première saison du nouveau règlement. C'est possible qu'ils soient un peu passés à côté. Mais moi, comme conseil, je leur dirais de passer tout de suite au développement de la prochaine monoplace, quoi, parce que cette saison, je vois pas encore. De toute façon, ils n'ont pas eu de développement encore cette année, parce qu'ils n'ont encore qu'une mise à jour non plus. C'est un peu comme ça. Je ne sais pas s'ils peuvent en tirer encore de cette voiture cette année. Dans leur malheur, ils ont de la chance parce que s'ils étaient en WEC, en hypercar, je pense qu'ils auraient bien dégusté pour l'homologation pour 5 ans. Donc, heureusement, en Formule 1, qu'il est encore possible de développer sa voiture d'une année à une autre, pour eux en tout cas. Mais comme vous le disiez, et puis je pense qu'on peut refermer ce chapitre-là là-dessus, Gasly et Tsunoda sont passés complètement à côté. Il faut sauver le soldat AlphaTauri. Juste, vous savez quand est-ce que sont prévues les mises à jour? Je crois que c'était pas pour le Grand Prix de France, je crois que c'est après encore, non? C'était peut-être pour la Belgique, oui. C'est-à-dire que, parce que ça fait long quand même. Mais même la France, c'était déjà loin, c'était les derniers de toutes les équipes, peut-être à l'exception de Haas, mais c'est déjà trop tard, quoi.
Bon, par rapport aux autres années où tu pouvais pas trop capitaliser parce que les règlements changeaient, tout ça, sur le développement, là, je pense que les équipes, elles voient quand même le développement sur le long terme. C'est-à-dire que si tu apportes des mises à jour fin d'année, ça va quand même bénéficier à l'année prochaine, quoi. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de se concentrer vraiment sur 2023 en soi et de dire on recrée une nouvelle voiture. Tu peux simplement t'inspirer de ce que font les autres et peut-être, je sais pas. Ceci est un autre débat. Voilà, bon, alors le débat sur AlphaTauri est terminé, on en entame un tout petit pour refermer ce débrief avant de dire 2 mots sur le Grand Prix de France. Ces fameuses limites de piste, tu voulais en parler, Romain, parce qu'il y a quand même eu de il faut en parler des limites de piste. Puis la bataille à 5, s'il vous plaît, on peut en parler aussi de la bataille à 5. Oui, le problème c'est que ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses dès qu'elle parlait. Il y en a eu des batailles, on aurait pu aborder toutes les batailles, on fera un débrief de 3 heures. Franchement, c'est un des plus beaux Grands Prix qu'on ait eu, hein, sur les batailles, juste sur les batailles. Oui, sur les batailles, peut-être pas en termes d'intensité, mais voilà. Ouais, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de gros crash, il n'y a pas eu de trucs comme ça que tu peux avoir sur d'autres circuits. Mais là, on a eu des batailles en piste sur plusieurs virages, et c'est génial. Et peut-être aussi grâce aux limites de piste, parce que si les limites de piste, on fait une transition pour toi, Bastien, mais si les limites de piste n'avaient pas été, devaient pas être respectées, et peut-être que si on avait dit on ne tient pas compte des limites de piste, on aurait peut-être vu tous les pilotes à chaque fois qu'ils pouvaient essayer de gagner un avantage par l'extérieur du circuit. Et en fait, là, ils se contraignent un peu à rester dans les limites du circuit aussi pour pas avoir des pénalités et prendre un drapeau jaune et blanc pour noir et blanc pour non-respect des limites de piste. Alors je vais tuer le débat tout de suite. Et je vais reprendre les mots de monsieur Paul Belmondo lors des 6 heures de Monza dimanche, qui a dit, enfin en tout cas qui a vu une LMP2 sortir dans le bac à gravier, qui était en bataille avec une autre pour la 2 ou 3e place, je ne sais plus, et qui disait, bah voilà, des graviers, ça fait perdre du temps, il n'y a pas besoin de passer chez les commissaires pour perdre du temps. Ça marche très bien. Et bien c'est exactement ce qui manque en Autriche. C'est exactement ce qui manque sur beaucoup de circuits. Pourtant, il y a des graviers partout en Autriche par rapport à d'autres circuits. Oui, non, mais attends, tu sais, les deux derniers virages dans la courbe Jochen-Rindt, des graviers, il y en a plus loin. Ouais, là, mais c'est une zone de dégagement, oui, ok. Mais sur 80% du circuit, c'est des zones de gravier. Sur les zones litigieuses, il n'y a pas de. Sur les zones plutôt litigieuses, il n'y a pas de gravier, hein, à part peut-être aller sur le virage 4, on va dire ça, mais j'ai l'impression que tous les ans, c'est la même chose en Autriche. Tous les ans, on se pose la question de ces limites de piste, plus que sur d'autres circuits. Et je comprends pas pourquoi la fédération n'a pas encore tiré les leçons de ça, parce que l'année prochaine, rebelote, quoi. Ouais, mais moi, ça me choque pas. Je veux dire, il n'y a pas besoin de limites. Enfin, en fait, pour moi, il n'y a pas besoin des limites de piste, quoi. On devrait les laisser faire ce qu'ils veulent. En fait, autant je suis d'accord que les pilotes, du coup, ça permet de faire une bataille dans une zone limitée. Et du coup, tu te bloques à vraiment respecter les limites de piste au mieux, même s'ils y voient rien d'ailleurs. Mais je trouve qu'il n'y a pas besoin, parce qu'en fait, vu que de toute façon, si tu dépasses ta roue de encore 50 cm en trop, et ben, t'es dans le bac à gravier. Bon, alors moi, je vous proposerai de regarder le tour de pole position de Michael Schumacher au Grand Prix d'Autriche en 2003. Et regardez bien comment il prend la sortie du premier virage. Et là, je peux vous dire qu'à l'époque, chez les commissaires, ça ne mouftait pas et ça faisait des tours en 1/7. Hein, donc j'ai envie de dire, voilà, on pourra regarder bien ça, cet extrait-là. À l'époque, ça ne chauffait pas, et puis pourtant, ça faisait pas moins de. Enfin, si, ça faisait moins de bataille en piste, mais je veux dire qu'à l'époque. Mais il y avait quoi, Bastien, du coup? Il y avait une zone de dégagement, et puis il était large, et voilà, quoi. Oui, tout à fait. Bah alors, c'est en ça que je te rejoins, mais si on veut vraiment faire des limites de piste. Et il se passait quoi à ce moment-là, tu vois? À ce moment-là, ils disent. Enfin, je veux dire, si tu vois que la voiture, elle est large, et que, soi-disant, il gagne un avantage à être large, bah, tous les pilotes font pareil. Et en fait, tes pilotes de Formule 1, le but, c'est d'exploiter au maximum ta trajectoire dans ce qui t'est donné comme zone de goudron, et du moins de zone rapide, parce qu'en fait, si tu as des vibreurs, peut-être que potentiellement ça va ralentir ta voiture. Si tu es sur le vibreur, potentiellement tu risques de faire une bêtise parce que tu vas mettre la roue où il ne faut pas, tu vas être peut-être en déséquilibre et tu vas planter ta caisse. En fait, si tu sors trop large, tu prends des risques par défaut. Ce qui est le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'en fait les vibreurs, ils sont tout plats. Si tu avais des vibreurs plus larges et plus vraiment impactants, je demande pas de mettre des boudins comme ils font. Les gars, ils mettent des boudins. Quand tu es trop au virage 2, c'est pas possible de mettre des boudins comme ça, un boudin jaune là, aussi haut. Tout ça pour gêner le pilote. Alors qu'en fait, et du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand il y a une bataille dans ce virage, bah, les pilotes, ils peuvent pas faire la bataille, ils sont obligés de partir au large parce que du coup, sinon, ils détruisent leur voiture. Donc en fait, finalement, ce que ça fait, c'est que ça enlève une bataille au lieu de rajouter une possibilité de dépassement un peu hors trajectoire. Ouais. Un dernier mot, messieurs, ou rien à rajouter là-dessus? Non, moi je suis pas spécialement d'accord avec Romain là-dessus, sur les limites de piste. Je pense que justement, si tu as un tracé qui
qui est fait, il faut le respecter. Sinon, après, ça ouvre trop la porte, je pense, à trop de largesse, tu vois, des pilotes. Et justement, le fait de se dire, bah, s'il y en a un qui prend large, ils vont tous le faire. Ouais, d'accord, mais ça, pour moi, ça résout pas le problème. À partir du moment où le tracé est fait d'une certaine façon, je suis plus pour justement avoir des tracés avec des graviers ou du gazon ou des trucs qui pardonnent moins, même si bon, le gazon, voilà. Mais c'est vrai que les circuits parking, par exemple, je suis pas fan, ou même au Grand Prix de France, dont on va parler, je pense, juste après, rapidement, mais où tu as ces grands lignes de dégagement. Non, mais c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait, si on veut des limites de piste, soit on les fait naturellement grâce au matériau qui est différent sur la piste, soit on les laisse faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'au Grand Prix d'Autriche, tu as, je sais pas, 30 cm de vibreur, après tu as 30 cm de dégagement bitumé, et après tu as les graviers. Donc ça fait que tu as quoi? Tu as 60 cm à peu près de large, où tu peux passer plus large, et c'est ces 60 cm là qui sont potentiellement sanctionnés si tu les dépasses. Et ben en fait, faites-vous pas la surveillance de chaque caméra, de chaque pilote sur chaque virage pour voir si le mec il dépasse ou pas les limites. La limite officielle, entre guillemets, ça va être les graviers. Donc en fait, même s'il y a 60 cm de dégagement, bah, c'est les graviers. Sauf dans le virage, les deux derniers virages où là ça pose potentiellement problème. Et là tu surveilles, parce que du coup bah, c'est de l'asphalte. Mais sur un circuit comme l'Autriche où il y a quand même beaucoup de zones de gravier, bah, surveille pas chaque virage, quoi. En fait, je veux dire, tes pilotes, c'est pas dans ton intérêt d'aller mettre une roue dans le gravier. Donc en fait, va pas surveiller s'il dépasse la ligne de 1 cm ou pas, quoi. Par contre, le Grand Prix de France, bah oui, si forcément, le Grand Prix de France, c'est un parking. Alors du coup, c'est un exemple plus extrême. Ça fait une bonne transition pour conclure ce débrief rapidement sur le Grand Prix de France. On va pas se risquer à quelconque prono, du moins pas pour l'instant, parce que les pronos, ça sera le jeudi avant le Grand Prix. Mais en tout cas, règlement 2022 sur un circuit avec l'ancienne réglementation qui donnait pas forcément des merveilles de spectacle, hormis l'an dernier entre deux grands champions. Mais la seule question que j'ai à vous poser pour refermer ce débrief, c'est est-ce qu'on peut y a-t-il beaucoup de chances, plus de chances d'avoir un beau Grand Prix? Alors moi je te dis oui tout de suite, puisque les voitures peuvent se suivre, les pilotes sont tous d'accord là-dessus. Sur certains circuits, notamment, on va pas se cacher, à part les deux dernières saisons, les dernières éditions du Grand Prix de Grande-Bretagne, on a eu historiquement des courses qui n'étaient pas non plus folles. Cette année, on a eu une super course, les voitures ont pu suivre. Rien que pour ça, je pense qu'on aura une belle course. En plus, c'est un circuit qui est plat, avec des courbes rapides, donc qui devrait convenir à Mercedes, donc potentiellement une lutte à 3. Donc je miserais bien sur on verra les pronostics, mais une voiture grise sur le podium, juste pour cette raison-là, quoi. Ouais, bah écoute, moi je pars du principe que le tracé fait pas tout et que les pilotes vont nous régaler. Le règlement va bien aider, et puis écoute, on attend de voir. On peut pas trop se risquer à des pronos, parce que de toute façon, les pronos c'est trop aléatoire vu le début de saison qu'on a, la fiabilité et tout, mais on a hâte de voir. Puis un petit plaisir personnel, ce serait aller une victoire de Leclerc, un abandon de Verstappen, juste histoire de relancer vraiment la lutte pour le championnat et d'avoir une fin de saison serrée. Ouais, je suis d'accord avec vous sur le principe. À mon avis, on va avoir il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un bon Grand Prix. Les voitures vont suivre aussi, comme vous dites, et je pense que ça peut être que mieux en termes de spectacle. Après, en fait, le truc, c'est qu'il y a quand même des grandes lignes droites. Donc, je sais pas si la vitesse de pointe de la Red Bull peut... Ouais. Après, les évolutions de la Ferrari ont permettre plus de vitesse de pointe, parce qu'ils ont changé l'aileron arrière. Donc, peut-être que ça permet de rééquilibrer les performances. Et peut-être, et on referme le débrief sur cette question-là, peut-être que ça va légitimer l'enlèvement de la ligne droite du Mistral. Là, qui sont partisans, la chicane de la ligne droite du Mistral. Pardon, on va pas enlever la ligne droite, ce serait dommage. Mais ça, c'est une toute autre question, et on aura l'occasion d'en reparler bien plus tard. Quoi qu'il en soit, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débrief, et merci notamment à toi, Eric, pour ta première. Merci à vous, c'était un vrai plaisir de discuter Formule 1 avec vous trois. Voilà, et puis Romain et Cyprien, de toute manière, on vous retrouve aussi très bientôt. Ouais, rendez-vous dans 2 semaines pour débriefer du Grand Prix de France. Voilà, exactement, et pour un nouveau débat sur les limites de piste du Grand Prix de France. Là, on va en parler, là. Là, ça va être intéressant. Des sacs à gravier, des espaces dégagement.
C'est une raison de plus pour rester avec nous sur Motors Inside. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de nous suivre au présent comme à l'avenir sur le site pour l'actualité de la Formule 1. Ciao ciao. Salut, ciao. Ciao.